Cette semaine, à Vidéoterreur, l'invité spécial Pierre Turcotte va nous parler du cinéma rebelle et déjanté de Lloyd Kaufman. Merci Jimmy pour la présentation. Ben moi aujourd'hui je vais vous parler de Lloyd Kaufman puis de sa compagnie Troma Entertainment. Là on tombe vraiment dans d'autres choses. C'est du cinéma intellectuel, hein? C'est 0. Lloyd Kaufman, que j'ai rencontré moi d'ailleurs, qui parle très bien français, est un type très sympathique. Mais, bon, il est né en 1945 à New York, etc. Puis, il a décidé, dans les années 70, de créer avec un de ses amis, Michael Hertz, Troma Entertainment, parce que lui, il trouve que le cinéma manque d'audace, que le cinéma il pourrait être plus provocateur. Et lui, il dit, nous, Troma Entertainment, ce qu'on va faire, c'est la vraie indépendance cinématographique. Là, ça a l'air beau quand je t'en parle comme ça. Là. Oui, mais clairement, là, mais tu sais, c'est quand même une démarche anticonformiste. Là. Absolument. Et c'est intéressant et troublant à la fois, parce que dans les codes de Kaufman, on va autant, depuis début des années 80, tu sais, lui, l'identité de genre, il n'y en a rien à foutre. Les gars, les filles, avec les... Peu importe. C'est pas important pour lui. Mais en même temps, on va voir beaucoup de sexualité, des trucs scatologiques. Donc, on est vraiment dans un univers où il n'y a pas de tabou, mais ça vient nous chercher. Parce que oui, on va voir de la nudité, on va voir des excréments, on va voir du sang, du gore. Il va même faire une comédie musicale à un moment donné avec ça. C'est relativement troublant. Et juste pour vous donner une idée de jusqu'où il est capable d'aller, dans une scène où un gars mange quelque chose de passé date, si tu veux, il va mourir sur la bolle de toilette en évacuant tout ça, mais le plan de caméra va être fait de l'intérieur de la toilette. Je vous laisse imaginer la suite. Mais écoute, moi, je vais t'avouer, Kaufman, c'est pas un cinéaste que j'ai beaucoup, je dirais, regardé, là. T'as-tu l'impression je pense que l'humour est très présente là, dans son cinéma. Puis t'as-tu l'impression que c'est un peu, je dirais, l'enfant spirituel un peu du Monty Python ou un peu des groupes d'humour qui veulent à la fois choquer, faire rire. On est-tu là-dedans? Ben oui, on est clairement là-dedans. T'sais, bon, c'est extrêmement absurde. Hein? Je vous parlerai de la scène dans Citizen Toxie où on est dans une école pour enfants avec des retards handicapés. Je ne sais pas comment le terme exact, là, mais avec des retards intellectuels. Et pour les protéger, l'institutrice va crier en anglais « Doc, Doc » pour qu'ils se sauvent parce qu'il y a des tueurs qui viennent de rentrer dans l'école. Et les enfants, comme ils sont retardés intellectuellement, eux, ce qu'ils font, c'est qu'ils imitent des canards et se font tirer. T'sais. Fait que, tu sais, on est vraiment dans l'humour malaise. On n'est pas dans le politique correct. 0. Jamais, on est là-dedans. Et lui, il va y arriver quelque chose de particulier, c'est qu'il va connaître, à cause de son premier film, un succès international. Là, tu vas me dire, ben voyons donc, ouais. C'est le gars qui va sortir en 1984 de Toxic Avenger, ou qu'on a appelé chez nous Toxic le Ravageur. L'histoire de Melvin, une crampe là, une espèce de gars qui se fait intimider par tout le monde, qui est la risée de tout le monde, etc., qui va se faire pousser, qui va se faire attirer dans un guet-apens avec une fille sexy, parce que lui il est plutôt moche, puis finalement il va se sauver, puis il va tomber dans des déchets toxiques et va se transformer en une espèce de monstre. Bon, tout le monde, sûrement, qui flirte avec l'horreur, a déjà entendu parler de Toxic le Ravageur. Mais à l'époque, aux États-Unis, il y avait beaucoup de petits cinémas où on présentait des films low budget. Et clairement, Kaufman, c'est que du low budget. Là, okay? Un peu comme on parlait de notre série, le Grindhouse. Là, on est vraiment là-dedans. On est vraiment là-dedans. Et lui, quand son film va sortir,
je me rappelle plus du nom du cinéma là, sur l'île de Manhattan, là, mais son film, pendant plus d'1 an, va être sold out à tous les soirs. Ce qui est quand même étonnant. Ce qui est étonnant, parce que quand tu l'écoutes aujourd'hui, c'est pas mal très ordinaire et bon. Mais ça va lui permettre de faire fortune. Mais lui, avoir de l'argent, c'est pas ça qui l'intéressait. Ce qui l'intéressait, c'était d'être provoqué. Puis il faut le voir, parce que si tu vois Lloyd Kaufman visuellement, ça a vraiment l'air d'un petit monsieur gentil pour être bibliothécaire. Ah, tout à fait. Mais tu réalises qu'il y a des idées. Puis tu sais, des fois, quand on voit un film, il y a plein d'idées qui vont sortir, puis là, on va épurer les idées. Lui, je vais te dire, je sais pas quelle idée il a réussi à épurer dans ses films, parce que tout est là. Vraiment, il va à des niveaux très, très, très intenses. Dans Toxic Avenger 4, on va d'ailleurs voir une bataille de fœtus à l'intérieur d'une femme enceinte. Écoute, il va aller très, très loin dans ses propositions artistiques. As-tu l'impression que c'est un peu, je dirais, là, sans aller... je veux pas questionner sa démarche artistique, mais c'est un peu presque un punk du cinéma d'horreur, quelque part, là. C'est clairement un punk, inspiré, moi, je dirais, des cirques de... Comment qu'on appelait ça? Les là? forains, là. Mais tu sais, les forains, quand on montrait des fœtus, puis exactement, les femmes le fœtus à 2 têtes. Exactement. Là, on est beaucoup dans cette étrangeté-là. Puis clairement, c'est un punk. Parce que, bon, Toxic Avenger 84, on en a déjà parlé, ça va faire, écoute... Mais tu sais, tu me dis, là, écoute, je pense c'est toi spécialiste, mais ça a même aussi été transposé en dessin animé. Dessin animé, bande dessinée... Jouets. Des jouets de Toxic. Non, mais pour vrai, tu sais, on en parlait dans l'émission sur les jouets, il y a des gens qui crient n'importe quoi. Ben, lui, il a mis sa marque là-dessus. Mais tu sais, c'est quand même très... tu sais, pour les... Tu sais, je dirais, si vous ne l'avez pas vu, là, mettons Toxic, faut vraiment le voir. Puis, tu sais, je dirais, l'adéquation entre le film et le succès, c'est assez improbable. Là. C'est improbable. Complètement improbable. Il y a une espèce de hype. Je pense qu'il... Déjà, parce que dans Toxic, c'est pas très trash, en fait, par rapport à ce qu'il va faire après. Mais il va mettre les balises sur quelque chose et clairement, il va transgresser des codes ou des choses, on va dire, oh non, faut jamais faire ça au cinéma. Lui, ah ouais, check-moi bien aller, tu sais. Non, mais on est beaucoup là-dedans. Ben, c'est un cinéma aussi un peu adolescent, là. Très adolescent, très revendicateur. Tu vas parler de punk, mais... Parce qu'il y a la série Toxic qu'il va faire, puis il y a la série Class of Nukem High, ou Atomic College en français, qui est parti qui a commencé en 86, mais qui aura plusieurs suites, où là, on est beaucoup inspiré de Class of 1984. Tu sais, des punks qui prennent le contrôle de l'école, etc. Sauf que là, les punks ont été contaminés par des déchets toxiques, donc ils ont une espèce de pouvoir de mutation, puis de truc, fait qu'on est beaucoup... Ça, toujours l'axe très... Tu sais, quand on parle de transgresser des règles, donc on va être beaucoup là-dedans. Scatologique, nudité, sexualité, donc tous les tabous, là, lui, il dit, moi, j'en ai aucun. Il se les approprie, en fait. Il se les approprie, mais en même temps, c'est dans les premières fois où on va voir, mettons, un trio de jeunes, mais autant gars-filles, s'embrasser, être en couple, changer, tu sais, le polyamour, lui, là, il parle de ça depuis longtemps, mais la polysexualité, bref, lui, il n'en a rien à faire des codes, puis il était à quelque part un précurseur de mettre en image certaines choses qu'au niveau de la société n'étaient pas encore acceptées à ce niveau-là. Moi, je trouve que c'est un réalisateur très queer. Parce que le genre n'a pas d'importance. Il va mélanger tout ça, mais il va aussi l'utiliser pour faire des blagues des fois qui vont sembler misogynes. Mais là, on est toujours dans le rapport de est-ce que c'est drôle ou pas drôle, tu sais. Non, mais c'est ça. Oui, tout à fait. Mais tu sais, j'ai l'impression que lui, en fait, il n'y a pas de, appelons ça de même, de statement politique ou d'idéologie. À partir du moment où lui, c'est ce qui l'intéresse, j'ai l'impression, de la démarche, c'est de briser toutes les structures, les codes, les murs de verre, puis d'arriver à... C'est une démarche presque en opposition à la conventionnalité. Là. Absolument. Ah oui, il va tout le temps faire son cinéma complètement à l'inverse de ce qu'on va voir. Puis s'il y a un genre qui commence à monter puis à être populaire, lui, il va faire exactement le contraire de ce genre-là. Il affronte les intouchables. Là. Oui, c'est ça. Tu sais, Toxic, au départ, c'est un monstre, mais à la fin, ça devient son super-héros à quelque part. Là. C'est lui qui défend la veuve et l'orphelin. Mais, mon Dieu, c'est un monstre qui vomit de l'acide, puis qui... C'est comme un anti-héros, fait que c'est un cinéma un peu, un anti-cinéma, là, si je peux dire. Clairement un anti-cinéma.
avant de continuer sur ces films-là, ce qui va caractériser beaucoup son cinéma, c'est l'humour trash et subversif. Tu sais, il est irrévérencieux, des dialogues mordants, des situations complètement absurdes, des éléments satiriques. Il va même, tu sais, il y a des personnages, là. Il y a une espèce de personnage qu'on voit dans ces films qui est un homme vache qui va lancer du lait avec son pis, tu sais. Pourquoi? Et il y a comme sa gang aussi qu'on va retrouver. Je vais y revenir, là. Une autre chose qui va caractériser son cinéma, c'est le gore comique. Donc, on va utiliser les effets gore pour faire rire. Bon, c'est pas toujours réussi, mais c'est toujours réussi au sens où tu fais comme, mais mon Dieu Seigneur, qu'est-ce que c'est ça? Moi, je me rappelle d'avoir écouté Poltergeist, un de ses films, avec un ami, et à un moment donné, au milieu du film, il se tourne puis il fait, pourquoi on écoute ça? Ouais, je fais, je le sais pas. Tu sais, parce que ça n'a pas de fin sur, justement, de faire éclater les murs, les conventions. Mais c'est intéressant parce qu'en fait, il amène même, je dirais, le spectateur à questionner son rapport à l'œuvre. Là. Ah oui, oui. Je pense que quand tu as vu un film de Kaufman, tu sais si tu veux en revoir un ou pas. Ouais. Et souvent, c'est le ou pas qui gagne. Parce que ça t'apporte rien. Tu ris en général jaune. C'est ça. Tu fais plus des faces comme... mais ça te confronte un peu à tes préjugés, ta façon de concevoir, tes idéologies. Tu sais, en fait, il tire partout. Là. Il tire partout. Quelqu'un qui est plus à droite va y reprocher telle affaire, mais quelqu'un qui est à gauche va y reprocher complètement autre chose. Lui, là, il a pas beaucoup d'amis, mais ses amis doivent l'apprécier beaucoup parce que, justement, il se met pas de limite. Mais en fait, c'est intéressant d'avoir, je dirais, en fait, qu'on en parle tous les deux, là, on rend ça bien intellectuel. Là. Oui, mais c'est les 0-0-0. Je pense que les gens vont quand même faire un saut là, s'ils l'ont pas vu. Oui, il faut mettre son cerveau pas rien qu'à off, là, à moins 10. Non, on le garde au froid. Là. Ouais. On va le mettre au fridge, puis vous revenez après. Mais... c'est quand même surprenant qu'il a réussi à bâtir sa carrière, je dirais, en tirant sur tout le monde, parce que je pense qu'il n'y a pas un groupe social qui est épargné. Mais c'est quand même surprenant. On pourrait dire, écoute, à pas avoir d'alliés puis d'amis, à un moment donné, comment tu fais pour survivre? Mais il a réussi malgré tout, envers et contre tous. Ouais, mais on le voit maintenant avec les réseaux sociaux. Avant, quand tu avais une opinion qui était très tranchante envers la société, tu étais un peu isolé. Lui, il s'est un peu fait le porte-parole de tous ces gens-là qui disaient moi, je n'ai rien à foutre. Aujourd'hui, ces gens-là se regroupent. Fait qu'ils peuvent être une force, qu'on soit d'accord ou pas avec la force qu'ils vont représenter. Mais lui, il se faisait un peu à travers le cinéma le porte-parole de ces gens-là. Il disait ouais, mais pourquoi on peut pas. Pourquoi, tu sais, Qui a dit qu'on pouvait pas faire ça? Là? Qui a dit ça, tu sais? Les codes, les normes, la censure, entre autres, tu sais. Lui, aucun de ses films a de cote, là, c'est tout parce que 18 ans et plus, c'est probablement passé. C'est ça, on est vraiment dans un peu la mentalité punk, anarchiste. Mais... On est beaucoup dans la satire sociale aussi, hein? La provocation. Vraiment, on veut choquer. On veut choquer. Tous les films de trauma, là, donc la parodie, commentaires politiques, les situations complètement exagérées. Donc, on cherche à critiquer une espèce de la société, mais en provoquant les gens, pas en les faisant réfléchir. T'sais. On va te mettre sur le fait accompli. Dans Poltergeist, on est dans une espèce de restaurant de fast-food où là, il y a des trucs plus bons qui rendent les gens malades. C'est la société de consommation. Puis, tu vois, quand tu sors dehors du restaurant, il y a une espèce des manifestants multigenrés qui scandent en comédie musicale, qui font des chansons pour la survie des poulets. Donc, là, on est... bien avant qu'on commence à parler de droits des animaux, là. Fait que, tu sais, justement, dans son absurde, il provoquait, il y avait une espèce de satire. L'expérimentation narratrice. Lui, il va aussi briser les codes de la narration. Tous les processus narratifs habituels, on va toujours les casser. Comme je te disais, changer les rôles, les types, faire parler des gens, avoir des plans de l'intérieur du corps ou des points de vue juste pour amener le gore, le trash, etc. Fait que c'est pas juste au niveau des contenus ou des scénarios, mais il y a aussi même, il brise les conventions, même où se qu'on place la caméra, là. Ah oui, absolument, absolument. Puis il va aussi, dans la parodie de la satire sociale, à un moment donné, je pense que c'est dans Citizen Toxie, où le prêtre qui vient
porter le message religieux de faites attention, les gens sont gentils, il faut protéger la vie, c'est Ron Jeremy. Fait que tu vois, il veut choquer à tous les niveaux. On va aussi beaucoup avoir la répétition des thèmes et des personnages. Si vous écoutez un film de Kaufman, puis vous en écoutez un autre, puis un autre, vous allez avoir l'impression que c'est toujours les mêmes acteurs. C'est toujours les mêmes acteurs. Tu sais, je me rappelle plus son nom, mais il y a un acteur énorme qui joue dans ces films où vraiment on va casser les codes de la grossophobie, là, parce que lui il est énorme, mais il en a rien à foutre. T'sais. On va jouer là-dessus, on va même amplifier ça pour que ça devienne dégoûtant, là, tu sais. Puis c'est ça, on va le faire exploser dans tous les films. Cet acteur-là finit mort, explosé parce que à cause de tout ça. Et il y a une espèce d'engagement parce que quand les gens pensent aux films d'horreur, souvent, ce qu'on va voir, c'est les films qu'on voit au cinéma, les blockbusters, Hollywood, les Hitchcock, tu sais, des films, des classiques. Lui, il est dans un autre niveau. Beaucoup la convention. Ceux qui sont déjà allés dans les conventions de films d'horreur, vous allez voir que vous allez trouver là beaucoup plus de films que vous pensiez qu'il en existait parce que ça se distribue comme ça. Ouais. Et lui, il va créer ce qu'on appelle les Traumaville fans ou les Traumites, qui sont les gens qui vont se déguiser comme les personnages de Trauma, qui vont être souvent invités par Kaufman à jouer dans ses films. Puis tu vas voir plein de figurants, c'est toujours le même monde, ils ont des costumes, sans que ça ait de sens qu'il y ait ces costumes-là ou pas, tu sais. Fait que... c'est comme... Il y a quand même une proximité avec son public, ses fans. Là. Tellement. C'est intéressant, par exemple. Oui, puis il se déplace. Là. Moi, je l'ai croisé à Québec, ici, à la convention au Comic-Con à Québec. Il y avait d'ailleurs Toxic qui était avec lui, ou l'acteur qui était en costume. Là, ses films, on a jasé, puisqu'il y a un très bon français, on a jasé longtemps. Très sympathique. Tu peux pas penser, on dirait un petit grand-papa, là, bien gentil, puis là, t'écoutes ses films, tu fais « Mon Dieu Seigneur, où est-ce qu'on s'en va? » Tu penses que l'humour rend ça, je dirais, acceptable, dans le sens que si on avait à peu près les mêmes choses, mais avec au premier à un niveau un peu plus sérieux, un peu plus malaisant, c'est que le fait que l'humour rend ça, je dirais, quand même tolérable d'une certaine manière, ou... Je pense pas. Non? Je pense que tu trouves... À un moment donné, tu ris de malaise. Parce que ça va toujours beaucoup trop loin. Mais beaucoup trop loin. Il n'y a jamais de retenue, là. Il n'y a jamais de retenue. Il n'y a jamais un moment où il se dit on va-tu là? On va là. Tu sais, un exemple, à un moment donné, il y a une vieille dame qui traverse la rue dans son film. Et là, il y a une poursuite d'auto. Il passe à côté. Là, ils réussissent à éviter la dame. C'est ce qui se passe. Il break, il recule pour être sûr de la poignée, tu sais. Non, mais tu comprends? Fait que, tu sais, on est là-dedans. Ah, t'as pensé qu'on allait la frapper? Oui, on va la frapper! Fait que, tu sais, c'est ça. Tu sais, c'est sûr, est-ce que c'est un univers cohérent? Parce que, bon, je sais qu'il y a beaucoup de films qui se passent à Traumaville. On est-tu dans un univers avec une certaine cohérence d'un film à l'autre? Ou... Absolument. Écoute, il a pas fait tant de films que ça, mais si on regarde, mettons, Toxic Avenger en 84, donc on est dans l'univers de Toxic. Class of Nukem High, donc Atomic College, on est toujours à Trauma, on est toujours dans les trucs radioactifs. Ces films-là restent indépendants, mais avec le temps, on va créer des ramifications entre les deux univers. 1996, Troméo et une Juliette, où là, on s'inspire de tragédie shakespearienne. Et là, on va mettre en lumière vraiment l'approche subversive des grands classiques. Okay. C'est quand même drôle, en fait, justement, d'aller dans la littérature classique. Ça, c'est comme une inspiration complètement dénaturée. Là. Ben oui, parce que là, on veut créer une histoire d'amour, mais complètement trash, gore, bon, bref. 99, Terror Firmer, là où on rentre dans la réalisation d'un film. C'est un peu autobiographique, dans le sens qu'on est dans les coulisses chaotiques de la réalisation d'un film à petit budget. C'est exactement ce qu'il fait. Fait que là, on est vraiment dans une mise en abîme. T'sais. Là, on le voit. En plus, Kaufman joue son propre rôle de réalisateur, mais il va ajouter avec ça que c'est un réalisateur qui est aveugle. Fait que tu sais, c'est ça. Fait que là, à tout bout de champ, il est en train de réaliser une scène, puis il regarde même pas à la bonne place. Fait que, on va jouer toujours avec ces codes-là, parce que... c'est ça. Il a fait des choses aussi absurdes, mais c'est lui, de ma mémoire est bonne, Surf Nazi Must Die. Là, c'est pas lui qui l'a réalisé. Je vais y arriver à ça. Désolé. Et le dernier film qu'il a fait, c'est Poltergeist Night of the Chicken Dead, où là, c'est une comédie musicale d'horreur qui se déroule
dans un fast-food construit sur un ancien cimetière indien. Tu sais, quand on dit qu'on veut essayer de tout mettre... Faut prendre le temps de le décanter. Là. Exactement, parce que là, il va partir de tous les clichés, il va mettre ça ensemble, puis il va créer quelque chose. Donc, c'est un film qui aborde quand même des sujets comme la consommation excessive, les conséquences environnementales, la décomplexification des genres, des gens non-genrés, ouais. Mais tout ça en conservant l'humour totalement absurde et scatologique de Trauma. J'ai l'impression aussi que c'est probablement une inspiration, là, ce qui me vient en tête, South Park. Ben oui. Je veux dire, j'ai l'impression là, qu'on est un peu dans le même mouvement, un peu là, de oui. tirer sur tout ce qui bouge. Là. Mais en même temps, ce qui a permis à South Park de devenir célèbre, c'est le fait que c'est des dessins animés. Donc, on peut se permettre des choses qu'on pourrait jamais se permettre si c'était des vrais humains. C'est une manière contournée. J'ai l'impression que la démarche artistique est assez proche. Là. Je serais pas surpris que les gens de South Park soient bien amis avec Lloyd Kaufman. Ouais. Ou en tout cas, de les consommer beaucoup. Il les consommait beaucoup. Donc, lui, il a ouvert la voie, entre autres, à décomplexifier des réalisateurs qui voulaient faire des choses autres, donc des codes du cinéma, et de faire réaliser aux gens qui pouvaient le faire, même s'il n'y avait pas de budget. Parce que les films à petit budget... On a rien qu'à penser à Roger Corman dans les années 50-60 qui a fait... écoute, il faisait un film en une fin de semaine. Tu sais, Roger Corman, il arrivait le vendredi avec son producteur, avec une affiche de film que son beau-frère avait dessiné. Et là, c'était genre de Creature with 10,000 Eyes. Puis là, il y avait le budget. Il tournait le samedi. Puis là, le samedi soir ou en après-midi, il se disait « Ouais, la créature, on va faire ça comment? » Parce qu'ils n'avaient aucune maudite idée. Il montait le dimanche, puis le lundi, il y avait un film qui arrivait. Donc, c'est tout croche. Ouais. Mais il ramène l'idée que le cinéma, c'est fait pour le monde et que ça doit aussi être fait par le monde. Fait que ça, il y a quelque chose de très démocratique. Puis Corman, ça a été quand même une école où il y a beaucoup de gros réalisateurs qui ont passé là parce que c'était vraiment l'école du reste du cinéma où on se débrouille avec les moyens du bord, comme tu le dis. Là, oui, puis les grands acteurs. Jack Nicholson a commencé avec Roger Corman. Puis après ça, ben, avec sa compagnie, comme lui, il avait des sous, il s'est permis de promouvoir ou de distribuer ou de produire les films des autres. OK, c'est là qu'il est tombé dans la production et distribution. Là. Exactement. Par exemple, 1979, Squeeze Play, une comédie sportive dans le monde de Trauma, une équipe de softball féminine. On peut dire jusqu'où ça peut aller. Waitress en 81, comédie romantique d'une serveuse à New York. 83, First Turn On, comédie érotique d'adolescents camping. Là, tu vas faire, on a déjà vu ça. On s'était ça vendredi 13, 3 ans plus tôt. J'ai l'impression qu'il y a une twist. Ouais, il y a plus qu'une twist. Là, tu vas aller voir que vendredi 13, c'est de la petite bière à côté de ça. 87, ton préféré, Surf Nazi Must Die, hein? Dans le post-apocalyptique. Après ça, les gens vont s'inspirer même de son univers parce que lui a créé des émules. Trauma War en 88, donc un film de guerre dans le monde de Trauma. Après ça, ils vont faire Class of Nukem High Part 2 en 91. OK. Attends. Après ça, les autres toxiques, parce que Kaufman a réalisé que le premier, mais il va en avoir jusqu'à Citizen Toxic Avenger 4 en 2000, qui est un de mes préférés. C'est comme une aventure de super-héros monstrueuse. C'en est drôle. Et après ça, on va revenir. On va faire Return to Nukem High Volume 1 et 2, 2013-2017. Donc, on revient dans les univers avec des émules de réalisateurs qui vont prendre les parties de son univers, puis vont juste continuer et avoir la possibilité de contribuer à cet univers-là. Okay. Mais je vois pas comment je pourrais contribuer à ce genre d'univers-là, tellement c'est... Mais clairement, tu sais, en même temps, je trouve ça super intéressant. En fait, tu vois, je pensais qu'il y a des films qui étaient de Kaufman alors qu'ils avaient produit. Mais tu sais, c'est quand même intéressant de voir que, tu sais, clairement, ça parle à des gens. Là. Oui. Je veux dire, il y a des gens qui se reconnaissent dans ce cinéma-là, puis même veulent y contribuer. Fait que c'est quand même pas rien. Là. Non, c'est pas rien. Fait que c'est un cinéma qui est pas très cinématographique, dans le sens où c'est pas là qu'on va faire des trouvailles. Oui, sur certains plans de caméra ou des innovations, mais c'est sur... Mais l'innovation est toujours pour mettre l'emphase sur quelque chose de gore ou de scatologique qu'on veut pas voir. Là. Puis en même temps, j'imagine, écoute, je pense qu'on peut faire un ratio à partir du moment où on a une liberté complètement débridée. C'est pas Paramount qui va nous financer, c'est pas New Line et compagnie. Fait que ça implique nécessairement des budgets plus modestes. Là.
Oui, puis c'est dans l'idée aussi, à quelque part, que dans le grand cinéma, ce qu'on veut, l'objectif, ça reste de faire du profit, même s'il y en a beaucoup qui calent de l'argent, même s'ils ont des budgets fantastiques. Et lui, c'est de dire, non, nous, ce qu'on veut, c'est distribuer du cinéma, de faire du cinéma différent, de distribuer du cinéma différent, puis d'ouvrir des portes à d'autres choses. Parce qu'ils vont distribuer aussi plein de films peu connus, du genre Jesus Christ Vampire Hunter, ou bon, plein d'autres choses. Fait que tous ceux qui se sentent un peu négligés dans le monde cinématographique, qui trouvent pas leur voie, leur porte, ben ils vont pouvoir s'associer à Kaufman. Ben, c'est du vrai cinéma indépendant, là. On fait ce qu'on veut, on distribue, puis on est en vase clos, on fait nos affaires, puis après ça, ça vous plaît, excellent. Sinon, ça vous plaît pas, rien à foutre. Ouais. Puis d'ailleurs, t'as nommé leur slogan. Si tu vois sur les films, ça va être écrit Trauma Entertainment, le vrai cinéma indépendant. Parce que c'est ça qu'il fait. Je veux dire, non, mais c'est vraiment l'essence d'eux. Là. C'est l'essence d'eux. Parce qu'on le dit souvent ensemble, souvent les studios vont reprendre le contrôle sur le produit, ils vont le dénaturer, ils vont le monter différemment. Lui, il a le contrôle horizontal, vertical. Là. Oui, puis il ne doit pas couper beaucoup de scènes par rapport à ce qu'on est capable de voir. Maintenant, j'aurais peut-être dû le faire au début, mais c'est vraiment pour un public averti. C'est pas un film, pour vrai, on voit des affaires là-dedans, il faut être un adulte. C'est pas un cinéma familial. Là. Zéro familial, même des ados, je te dirais, avant qu'ils aient 16-17 ans. C'est pas toujours des belles valeurs. C'est un cinéma de fin de soirée. Là. Oui, c'est le film que vous écoutez là, à partir de 11h. Là, c'est le dernier que vous allez écouter. Oui, absolument, absolument. C'est du junk food à quelque part. Là. Ben, junk food, là, mais tu sais, on est plus chez Roy Rogers comme fast food que chez Tim Hortons. Hey Pierre, c'était super intéressant. Merci. Ça a été un plaisir d'être animateur avec toi de cette émission-là. Et c'est notre dernière émission. Ben oui. Merci Jimmy d'avoir participé encore à cette 5e saison. C'est vraiment un beau projet qu'on a ensemble. Tout à fait. Merci à l'équipe, parce que les décors, la caméra, le montage, c'est important tout ça. Et merci surtout à vous. Parce que quand on a commencé ce projet-là, on disait, hey, 2 ticounes dans un studio qui parlent de films d'horreur, ça va intéresser personne. On a beaucoup de commentaires. C'est vraiment agréable. Merci de nous suivre, de nous écouter. Et puis, nous, on vous dit, profitez de la vie. Écoutez plein de films d'horreur, puis qui sait, il y aura peut-être une 6e saison de vidéo.